Et pour ouvrir ce nouveau chapitre, eh bien, deux invités nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Alors, je vais vous présenter Jean-François Frère, vous êtes responsable du département gestion des prêts de la Caisse des dépôts. Et puis Guillaume Gilquin, vous étiez déjà avec nous l'année dernière. Vous êtes responsable du service des études économiques de la direction des prêts de la Banque des Territoires. Alors, ensemble, on va revenir sur les fondamentaux du secteur, on l'a dit tout à l'heure. Alors, bien sûr, face à cette crise sanitaire, eh bien, la relance est plus que jamais essentielle. Oui, mais face à cette situation, eh bien, est-ce que le secteur reste solide ? Alors avec cette crise, est-ce qu'il y a eu un impact sur la solidité, et puis quelles sont les prévisions ? Eh bien, Hakim, nos invités vont répondre à ces questions. Absolument, Edwige. Alors peut-être pour commencer, une première question pour Jean-François Frère. Vous avez structuré dans des délais extrêmement contraints un plan d'urgence qui a été déployé juste après la mise en confinement du pays, avec notamment des dispositifs de moratoire sur les échéances. Est-ce à dire que vous avez eu peur pour le secteur et plus largement, après plusieurs mois de mise à disposition de ce plan, quels sont que pouvez-vous en tirer et est-ce que ces dispositifs ont répondu aux attentes des bailleurs sociaux ? Alors, tout d'abord, Hakim, un petit rappel sur les conditions de lancement de ce plan d'urgence. Donc, la Banque des Territoires a proposé un plan d'urgence dès avril avec deux objectifs. Un premier objectif à court terme qui était de proposer aux organismes un dispositif adapté à des pertes de recettes liées à la crise sanitaire. Donc nous avons mis en place deux mesures. Une première mesure qui était de report d'échéance sur 6 mois et sans frais. Et une deuxième mesure qui était l'ouverture d'une enveloppe de découvert bancaire de l'ordre de 2 milliards d'euros. Après, à plus long terme, nous avons une autre mesure qui a été prise, qui était de proposer aux organismes de lisser la charge de la dette qui aura été reportée avec des opérations de réménagement ciblées et adaptées à chaque situation. Ça, c'était le dispositif d'ensemble. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc le constat, c'est que ces mesures ont été relativement peu mobilisées par le secteur HLM. Donc nous avons en gros une quinzaine de dossiers de moratoire pour 10 millions d'euros et moins de 10 dossiers de réménagement pour une cinquantaine de millions d'euros, ce qui est relativement peu significatif, voire pas significatif du tout à l'échelle, bien évidemment, du monde HLM. Donc ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que, en tout cas jusqu'à présent, et jusqu'à aujourd'hui, le secteur du logement social a bien résisté aux effets de la crise sanitaire. Alors, petite précision, c'est que l'essentiel des dossiers qui a été présenté porte sur soit du logement étudiant, soit sur des résidences personnes âgées, secteur qui a été particulièrement chahuté par, bien évidemment, la crise sanitaire. Alors plus globalement, finalement, dans le cadre de votre activité, est-ce que vous avez senti une fragilisation du secteur ? Alors sur le cœur de notre activité, c'est la gestion des prêts. On n'a pas constaté de fragilisation, puisque de toute façon, on n'a pas, par exemple, constaté d'augmentation des impayés. Donc c'est un point effectivement relativement parlant. Par contre, sur un autre point, on peut plutôt parler de consolidation, pas de fragilisation, mais de consolidation. Et c'est sur le point des transferts de prêts. Donc les transferts de prêts sont des outils financiers au service notamment de toutes les opérations de vente de patrimoine et de fusion. Et là, nous avons constaté une activité extraordinaire puisque nous avons à aujourd'hui enregistré 7 milliards de volume de transfert de prêts, avec encore 3 milliards de dossiers en cours d'instruction. Donc des chiffres qui sont très significatifs, qui sont le double de l'activité de 2019 et qui démontrent effectivement que la recomposition du secteur est en marche, bien évidemment portée par la loi Elan, qui a des contraintes sur le premier trimestre 2021. Et effectivement, ce mouvement de consolidation ou de recomposition, on le constate notamment au travers de notre observatoire de recomposition du secteur, qui est alimenté à la fois par des données internes, mais également par des données qui sont en provenance du secteur HLM partenaire. Donc des propos très rassurants sur la solidité conjoncturelle du secteur. Alors je me tourne vers vous, Guillaume Gilquin, vous êtes chef des études économiques de la direction des prêts. Quelles sont selon vous les perspectives sur le plan macroéconomique et plus particulièrement sectoriel ? Quelles sont ces perspectives ? Très concrètement, on annonce un peu partout le chaos, vous n'allez quand même pas nous dire que tout va bien ? Bon, bien sûr, le secteur du logement social est également touché par la crise. Nous vivons une crise sanitaire et économique mondiale d'une grande ampleur.
Et on a vu en France l'activité économique très ralentie, notamment pendant la période de confinement au printemps, avec pour le secteur du bâtiment, pour le logement social, des chantiers quasi à l'arrêt. Alors pour 2020, nous anticipons une baisse des investissements en construction, réhabilitation, une augmentation des coûts de construction également liée à la crise sanitaire. On prévoit également une hausse des impayés en 2020-2021 liée à la crise économique. Et puis également peut-être une baisse des ventes de logements sociaux aux particuliers, puisqu'on a eu moins de transactions immobilières. Alors à moyen terme, selon le cadrage économique du groupe Caisse des Dépôts, on devrait revenir à une situation économique meilleure, puisqu'on prévoit un retour à la situation d'activité pré-crise en 2024. Donc c'est un retour très progressif de l'activité économique. Et bien sûr, c'est une prévision qui est très liée aux hypothèses. Par exemple, on fait l'hypothèse qu'il n'y aura pas de nouvelle période de confinement généralisé. Donc il y a de fortes incertitudes liées à cette crise sanitaire. Et nos études, nos prévisions de long terme sont bien sûr très sensibles aux hypothèses retenues. Alors justement, vous parliez de fortes incertitudes. Pourquoi, dans ce contexte très particulier, vous continuez à construire des prévisions de moyen et de long terme ? Comme vous le savez, Hakim, la Banque des Territoires est le principal financeur du logement social. On octroie des prêts à très long terme, puisqu'on a des prêts jusque 80 ans. Et c'est important pour nous d'analyser la soutenabilité financière du secteur à long terme également. Et c'est ce qu'on fait chaque année dans l'étude Perspective qui vient d'être publiée la semaine dernière et que vous retrouvez sur la plateforme de la Banque des Territoires. Alors pour moi, le secteur dispose dans cette crise de 3 atouts. Tout d'abord, il est rentré dans la crise avec une situation financière solide, puisque son autofinancement global, c'est-à-dire ses bénéfices, se sont élevés à 13,5% des loyers en 2018. Et en plus, sa capacité d'investissement a été soutenue par les prêts de haut de bilan et également aujourd'hui par les titres participatifs de la Banque des Territoires. Un deuxième aspect, c'est son modèle. Ses revenus sont essentiellement liés aux loyers qui ont été peu impactés par la crise. Et enfin, le secteur se finance majoritairement par de la dette. Et aujourd'hui, et on prévoit également dans une période longue, les taux vont rester bas. On prévoit que le taux du livret A va rester à son plancher de 0,5% encore au cours des 5 prochaines années. Donc peut-être qu'on peut projeter le graphique sur l'analyse prévisionnelle de cette étude Perspective. On prévoit en fait que la situation financière va rester favorable au cours des prochaines années, avec toutefois deux périodes. Une première période plus favorable en lien avec le niveau des taux d'intérêt, et puis l'effet de l'allongement de dette qui réduit dans un premier temps les annuités financières. Puis une deuxième période un peu moins favorable, puisqu'on prévoit un retour de l'économie à l'équilibre avec des taux un peu plus élevés. Et puis il y a l'effet inverse de l'allongement de dette avec des annuités un peu plus importantes. Donc globalement, une situation financière qui reste saine et un secteur qui est en capacité d'investir. On prévoit que le secteur est en mesure de participer à la relance des investissements en 2021-2022. Et on prévoit donc sur le long terme également que le secteur a la capacité de maintenir ses investissements en construction à un niveau significatif, 100 000 unités par an, et également les réhabilitations nécessaires à 100 000 unités par an. Alors, Guillaume Gilquin, vous parlez de ce secteur, mais la réalité, c'est notamment le volume très important de sa dette. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation ? Effectivement, on a un secteur qui se finance principalement par de la dette et de la dette à très long terme. Donc, on a les encours de crédit qui s'accumulent et au final, des montants très importants, puisque l'encours de crédit du secteur, c'est 180 milliards d'euros. Alors, en volume, c'est très important et ce volume a augmenté au cours des dernières années, mais il faut relativiser ce point, puisque le secteur a également beaucoup investi au cours de la dernière décennie et la taille de son bilan a augmenté. Donc en fait, si on rapporte au bilan, c'est plutôt les fonds propres des secteurs qui ont augmenté, comme on le voit sur le graphique projeté, et donc une structure bilancielle, une structure financière qui s'est consolidée sur la période. Si on regarde le graphique suivant également sur les annuités financières, en fait, on voit que
Ces annuités sont restées relativement stables au cours des dernières années et donc une situation financière qui se tient et une dette qui est contenue. Alors Pierre-Laurent, cette situation finalement, est-ce que ce n'est pas un frein à la capacité à participer à la relance ? Alors c'est vrai que le modèle français est très fondé sur la dette, le modèle français de logement social, puisque comme Guillaume le disait, c'était une part majoritaire des plans de financement, plus de 70%. Mais dans la période restante, c'est plutôt un atout, parce que les taux sont très bas. On l'a vu, les annuités ont été très modérées du fait de la baisse du livret A, c'était vraiment un atout. Donc loin d'être un poids, c'est plutôt une variable intéressante. Rappelons que le fait que la Banque des Territoires détienne une large assiette de dette permet finalement de mettre en place des politiques sectorielles. Je pense par exemple à l'opération de rallongement massif qui a permis aux bailleurs qui le souhaitaient de trouver des marges de manœuvre. Et enfin, à l'échelle plus microéconomique, le fait d'avoir de la gestion active de dette permet d'être un outil puissant pour les bailleurs d'atteindre leur PMT. Donc je dirais qu'il ne faut pas vraiment voir la dette comme un frein, mais plutôt qu'un outil de développement. Alors justement, Pierre-Laurent, on voit défiler les questions qui nous sont posées en direct ce matin. Cette question, elle est pour vous. Vous parliez de la dette et de son réaménagement. Alors justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui indiquent donc ce matin que vous acceptez de réaménager la dette justement pour limiter la capacité à diversifier les financements, les refinancements ? Alors je leur dirais d'abord, venez nous voir. Venez nous voir et vous verrez que ce n'est pas vraiment le cas, puisque plus concrètement, l'année dernière, on a réaménagé près de 2 milliards d'euros de dettes qui étaient soit protégées par des indemnités actuarielles, soit qui avaient déjà fait l'objet d'un réaménagement. Donc nos offres en matière de réaménagement s'adaptent, évoluent en permanence, et donc il faut que les bailleurs viennent réinterroger ces outils régulièrement pour voir quelles réponses on peut leur apporter. Pierre-Laurent, pour conclure, quelle vision finalement globale avez-vous du risque du secteur ? Alors, le secteur du logement social, Guillaume Gilquin l'a rappelé, n'échappe pas à la crise sanitaire. Même si on peut le souligner, ça ne figure pas parmi les secteurs les plus touchés. Je pense par exemple au tourisme, à la santé ou encore au commerce. Donc le secteur HLM a fait face à de gros défis récemment, on l'a dit, la réforme RLS, qui est venue quand même fragiliser les équilibres financiers. On a eu aussi toute l'opération imposée par la loi Elan de rapprochement. Donc tout ça, ce sont des défis importants. Donc avec toutes les précautions qu'il faut prendre, on l'a dit autour de la crise sanitaire, le secteur reste sain et je le redis, est en capacité de produire ces 100 000 logements en construction, 100 000 logements en réhabilitation. Alors d'un point de vue plus conjoncturel, moi je m'interrogerai quand même sur une variable qu'il faudra surveiller dans les mois et années à venir, c'est celle du chômage, qui en cas d'évolution défavorable pourrait venir entamer la soutenabilité, la solvabilité des locataires. Merci beaucoup Pierre-Laurent. On va remercier également nos deux invités. Merci beaucoup Guillaume et Jean-François. On va poursuivre avec le 4e chapitre de cette émission Osons les sujets, un chapitre consacré aux sur-mesures. Vous allez le voir.